Gouvernance et enjeux du financement des entreprises en Afrique, le point de vue du banquier. On invite M. Kamal Mokdad, directeur général de la Banque centrale populaire et à l'international. À vous la parole. On va projeter. Il y aura la projection. Je pense, oui. On l'a en direct ici sur les écrans. Très bien. Je pense qu'il y a une zapette. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Avant d'être directeur général de la BCP de l'international, j'ai eu le privilège de diriger un cabinet d'audit et de conseil à dimension africaine et donc d'accompagner les entreprises dans leur développement en Afrique et donc d'être confronté à des problématiques concrètes de gouvernance. Donc, je vais essayer de partager avec vous mon expérience avec cette double casquette à la fois de banquier et on va dire de consultant. Avant de rentrer dans le détail, peut-être un petit mot sur la BCP aujourd'hui. Vous le savez, le groupe BCP a pris une dimension internationale, notamment en Afrique. Aujourd'hui, c'est un groupe leader de l'activité au Maroc, avec plus de 8 millions de clients, plus de 4600 points de vente. Nous sommes aujourd'hui présents dans 32 pays dans le monde, dans 18 pays africains. Nous venons de publier nos résultats vendredi dernier et nos indicateurs ont plutôt bien progressé puisque le PNB aujourd'hui tourne autour de 2 milliards de dollars pour des fonds propres de 5 milliards de dollars et un total bilan de 40 milliards. Et sur tous ces indicateurs, l'Afrique représente aujourd'hui 20% de nos réalisations. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important d'avoir un insight et un retour très concret de la réalité du terrain pour pouvoir mieux appréhender la problématique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la gouvernance d'entreprise. Alors, la particularité que nous avons également, c'est que nous sommes présents en Afrique de différentes manières. Nous sommes présents via des banques, nous avons une vingtaine de banques en Afrique, mais également des compagnies d'assurance, des institutions de microfinance, c'est-à-dire qu'on traite avec de la toute petite entreprise, avec de la micro-entreprise, et nous avons surtout, et je pense que c'est important pour l'éclairage également, un modèle unique, un ADN unique, puisque nous sommes, comme vous le savez, un groupe coopératif au Maroc. Nous avons des banques régionales dont le capital est à moitié détenu par nos clients. Et quand on s'est développé en Afrique, en tout cas dans le cadre de la nouvelle stratégie, on a décidé de projeter ce modèle également dans les territoires où nous sommes présents, pas d'une manière juridique, parce que nous sommes régis au Maroc par une loi, mais d'une manière économique. Donc on a synthétisé en quelque sorte le modèle et on a créé un équivalent d'organe central en Afrique de l'Ouest, où nous avons une plateforme, une structure qui s'appelle Atlantic Business International, qui porte toutes nos filiales en Afrique de l'Ouest et surtout qui nous permet d'appréhender les réalités des Afriques, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques, et avec un choix très important en termes de gouvernance, puisque aujourd'hui, on a choisi de faire confiance aux pays où nous sommes présents. La plupart des directeurs généraux de nos filiales sont issus des pays d'implantation du groupe, et nous avons aussi, on va dire, gardé l'identité locale qui est très forte et qui est caractéristique justement des réalités des différents marchés. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, permettez-moi tout d'abord de faire un tour d'horizon d'une manière générale des problématiques relatives à la gouvernance en Afrique. Alors, on va pas rentrer dans les définitions, mais simplement pour situer un petit peu le débat. Bon, la gouvernance, vous le savez, c'est un ensemble de mesures, de règles qui permettent de gérer l'entreprise, d'assurer sa surveillance et son contrôle, et puis surtout d'assurer un alignement de la vision avec les modes opératoires qui sont déployés pour atteindre un niveau de performance donné. Et tout ça est incarné sur le terrain par un certain nombre d'organes qui permettent de porter la vision du management, que ce soit des organes d'administration, de surveillance ou encore de contrôle. Dans les différentes présentations, on a insisté suffisamment sur les comités spécialisés. Mais ce qui est important à dire, c'est
que cette gouvernance n'impacte pas uniquement l'entreprise. Il impacte également son écosystème. Elle impacte les managers, bien entendu, les fournisseurs et les clients, l'État, les relations avec l'État, mais aussi, et c'est le point qui est important également, les relations avec les bailleurs de fonds dans les banques. Alors, d'une manière empirique, hein, si on regarde un petit peu les choses, quels sont les principaux facteurs qui fragilisent, en tout cas d'un point de vue du banquier, aujourd'hui la gouvernance? Alors, plusieurs points qui peuvent être relevés. Le premier, c'est la persistance. Alors, bien sûr, je vais me concentrer sur le principal, on va dire, élément du tissu économique, à savoir la PME. Bien entendu, les sujets peuvent être généralisés à la grande entreprise, mais restons concentrés sur cette composante-là qui constitue l'essentiel des financements qui sont donnés par les banques en Afrique subsaharienne. Donc, c'est l'actionnariat. Nous sommes en présence d'un actionnariat à composante principalement familiale, avec une concentration de la prise de décision. C'est un atout, mais parfois, et c'est souvent le cas, ça peut être aussi un véritable goulot d'étranglement. Ce constat-là se retrouve également au niveau managérial, puisque aujourd'hui, nous avons aussi une concentration de la prise de décision avec une compétence de l'équipe qui repose sur une partie très restreinte des managers. Souvent, c'est familial, c'est le papa, c'est le fils qui prend la décision. Et donc, on n'a pas cette distinction entre le rôle de l'actionnaire et du rôle du dirigeant. On a également la problématique d'alignement des intérêts des principaux managers avec celle du management intermédiaire. On n'a pas des règles d'intéressement, on n'a pas des règles de bonus. Et souvent, on a un éloignement qui se fait d'une manière empirique entre la vision portée par l'actionnaire et la vision du management intermédiaire. L'absence de cap stratégique, souvent la stratégie, elle est dans la tête et n'est pas incarnée sur le terrain par des décisions qui sont formalisées, par des prévisions financières qui sont fiables, qui sont communiquées aux banquiers. Vous connaissez la problématique des états financiers qui ne sont pas tout le temps malheureusement fiables et on n'a pas souvent des auditeurs indépendants, on n'a pas des administrateurs indépendants dans le tour de table. Donc tout ça impacte bien entendu la capacité à accéder à des sources de financement. Et tout ça donc forcément impacte le choix de la banque, c'est ce que je disais. Donc d'un point de vue très pratique, on va regarder les éléments qui renforcent la solvabilité des entreprises, donc partant facilitent leur accès au financement. 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est le processus de prise de décision. C'est ce qu'on a vu à travers le cap stratégique qui doit être formalisé en des actions quantifiées. La problématique des pouvoirs, souvent on a des personnes qui viennent représenter l'entreprise, qui pensent parler au nom des dirigeants, mais en réalité qui n'ont pas de pouvoirs légaux pour agir. Donc souvent on nous vend des projets avec des prévisions financières et quand on demande les pouvoirs du conseil d'administration qui permettent d'engager, souvent on a un vide juridique. Donc malheureusement c'est un véritable sujet auquel nous sommes confrontés. Et le troisième point, c'est les décisions qui ne sont pas prises d'une manière collégiale et ça rejoint le point précédent. Deuxième élément, c'est les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, on a une problématique on va dire, de désalignement entre la vision du fondateur, actionnaire et du dirigeant. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on n'a pas des personnes habilitées à porter le projet. Ça, c'est un véritable sujet et on n'arrive pas à séparer les rôles d'actionnaire et du dirigeant. Et puis, le système de cohérence de la rémunération sur lequel j'ai insisté précédemment. Et le troisième point qui est important, c'est la transparence. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une transparence à la fois dans les chiffres, mais aussi dans l'allocation des financements. On a souvent des dossiers qui sont introduits pour demander des financements, par exemple pour la promotion immobilière, mais en réalité, quand on regarde la destination des fonds post-déblocage, cet argent, il n'est pas pris pour financer le projet pour lequel il a été accordé. Parfois, on l'utilise pour acheter d'autres réserves foncières, pour financer d'autres projets qui n'ont pas été introduits ou prévus initialement. Cette transparence se traduit aussi dans la prise de risque. Malheureusement, sur le terrain, quand on est en présence d'entreprises, on va dire, à faible gouvernance ou familiale, en fait, il y a cette appétence au développement qui se traduit parfois par une scalabilité du projet qui n'est pas limitée. Et en fait, le changement de palier peut être générateur de risque en termes de pérennité d'entreprise, puisque en fait, on est gourmand, on cherche à accumuler des marchés, mais derrière, la capacité d'exécution ne suit pas, et donc ça
c'est de nature à impacter la viabilité de l'entreprise. Et souvent, les défaillances d'entreprises portent sur des cas où on avait des entreprises en bonne santé, mais qui ont grossi relativement rapidement. Alors tout ça a un miroir côté banquier, parce que bien entendu, quand une entreprise se présente pour des demandes de financement, ben, elle passe dans la moulinette d'analyse du risque, parce que souvent on a très peu de garanties de l'entrepreneur, c'est des garanties liées au projet, donc il faut bien cerner les problématiques relatives à la demande qui est introduite, et donc il y a un système de notation qui tourne, qui est classique, qui comprend à la fois des éléments quantitatifs liés au projet, et à l'entreprise, mais aussi des éléments qualitatifs relatifs à la gouvernance. Et bien entendu, étant donné que les masses financières d'une PME sont moins importantes que celles d'une grande entreprise, la dimension qualitative, donc relative à la gouvernance, est beaucoup plus prépondérante dans la PME qu'au niveau d'une GE. Dans le dossier de crédit, on passe en revue un certain nombre de points ou d'éléments déterminants. Vous les avez devant vous, l'analyse du marché, l'analyse économique du projet, l'analyse financière, l'historique de la relation, les garanties, mais aussi la gouvernance. Et dans la gouvernance, ce qui va nous importer, c'est les 3 points que j'ai relatés, la structure et la stabilité de l'actionnariat, le profil et l'expérience du top management, du dirigeant, celui qui est capable d'incarner le projet et de le porter dans la durée, et la relève, parce que souvent, dans les groupes familiaux, il y a une problématique de transmission, de continuité qui pourrait constituer un point déterminant pour la solvabilité de l'entreprise. Alors tout ça, bien entendu, peut être amélioré. Il y a des raccourcis pour l'excellence, pour pouvoir aller plus loin. Et il y a justement cette ouverture du capital qui peut être déterminante pour la scalabilité, pour le passage à l'échelle de l'entreprise. D'abord via l'appel public à l'épargne qui fait que l'entreprise s'ouvre à son environnement. Et on a au Maroc, ça a été rappelé par la représentante de la MMC, un certain nombre de dispositifs qui renforcent la gouvernance. Donc on peut en citer quelques-uns, ce n'est pas exhaustif, comme la transparence à travers la publication des comptes, la publication des conventions réglementées, la nomination d'un ou deux commissaires aux comptes, la nomination d'indépendants et l'instauration d'un certain nombre de comités obligatoires, que ce soit les comités d'audit, les comités de risque, les comités de nomination et de rémunération. Il y a le deuxième point qui est important, c'est l'ouverture du capital à des professionnels, que ce soit des institutionnels, donc des investisseurs financiers ou des fonds d'investissement. Là aussi, on a un certain nombre on va dire de dispositions qui sont déployées, que ce soit le code de la CGEM, qui est l'organisation professionnelle au Maroc, de la DEPP, on a eu la présentation de CISMAR. Et donc là aussi, on a un certain nombre de mesures qui permettent d'aspirer vers le haut. Et troisième point qui est important, c'est le partenariat avec les grands groupes industriels. Et ça, c'est très important. On n'est plus dans une logique d'investisseur financier, on est dans une logique d'arrimage à une chaîne de valeur. Souvent, on intervient dans une logique de chaîne de valeur et d'écosystème. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, un certain nombre d'investisseurs industriels exigent de respecter des mécanismes de RSE, des mécanismes aussi de ESG, environnement social, gouvernance, pour pouvoir investir. Et on voit que, par exemple, dans les écosystèmes qu'on a au Maroc, que ce soit les écosystèmes automobiles ou aéronautiques, toute la chaîne de valeur qui a été construite autour des champions, en fait, se fait d'une manière alignée par rapport à la gouvernance qui est imposée par le leader industriel. Et donc, en fait, c'est une capacité d'amélioration de la gouvernance qui a un effet bénéfique forcément sur les réalisations et la solvabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est une vision à peu près macro de la gouvernance. Quand on dévisse un petit peu les choses et on rentre dans le détail pour regarder les spécificités de l'Afrique, il y a un certain nombre de points qui peuvent être relevés. C'est d'abord des constats liés à l'environnement dans lequel on opère, puisque, comme vous le savez, nous avons une prépondérance des TPME qui représente 90% du tissu économique, qui souffre de l'accès au financement, qui exprime des besoins importants. On a des chiffres, aujourd'hui on peut estimer à 140 milliards de dollars le gap de financement.
La plupart de ces entreprises évoluent dans l'informel, qui représente aujourd'hui 55% du PIB. Et ces entreprises ne sont pas incluses financièrement ou parfois quand elles font appel à des bailleurs de fonds, ça peut se faire aussi via des mécanismes alternatifs comme la mésofinance. Et on a beaucoup de systèmes informels de financement qui se mettent en place dans un certain nombre de pays. Et puis la concurrence qui est limitée. Et ce manque de concurrence n'entraîne pas une amélioration, bien entendu, des aspects liés à la gouvernance. Mais souvent, en fait, il n'y a pas une convergence de point de vue, parce que quand on regarde les choses d'un point de vue du banquier, il faudrait aussi qu'on se pose la question du côté de l'entreprise pour savoir comment elle perçoit ces difficultés d'accès au financement. Sans rentrer dans le détail, on a des points qui reviennent et nous, on essaye au niveau de la banque de les adresser d'une manière pragmatique, notamment à travers une communication ciblée pour pouvoir bien expliquer les choses et augmenter les chances des entreprises d'accéder au financement. D'abord, le coût. Il y a un accès qui est estimé aujourd'hui onéreux au financement, mais comme vous le savez, le coût, c'est une question aussi de risque. Donc, quand on a un risque élevé, il a un impact sur la tarification. Il y a le sujet de sous-performance, des prêts qui sont accordés sur la base du relationnel. Souvent, on dit, en fait, ce n'est pas des systèmes de scoring objectifs, c'est plutôt des prêts accordés à des gens qu'on connaît. Il y a aussi des outils de scoring qui sont qualifiés de discriminants et des garanties qui sont jugées prohibitives. Donc ça, c'est un peu la vision on va dire de l'entreprise. Mais de notre côté, en fait, là aussi, côté banquier, il y a un certain nombre de points sur lesquels on insiste pour pouvoir justement améliorer la gouvernance des entreprises, donc partant, améliorer sa capacité d'accéder au financement. Je ne vais pas citer tous les points parce que plusieurs, on en a déjà parlé, mais je vais faire un zoom sur 3 points qui me semblent importants. D'abord, le sujet de la sous-capitalisation. C'est un point fondamental parce que souvent, on reçoit des dossiers de crédit d'entreprises qui ont un capital de 1 milliard de francs CFA, 1,5 million d'euros, pour des demandes de financement qui dépassent les 20-30 milliards de francs CFA, donc 40-50 millions d'euros, ce qui est juste énorme. Et en fait, on n'a pas cet amortisseur naturel qui peut être joué par le rôle d'un capital suffisamment important et donc qui précipite l'entreprise dans la faillite en cas de la moindre difficulté. Donc ce sujet-là de sous-capitalisation est un vrai challenge pour renforcer l'accès au financement des entreprises. Il y a aussi la réticence à accueillir des investisseurs externes. Ça, c'est un vrai sujet parce que souvent, cette coloration familiale et cette continuité générationnelle qui se fait. Et souvent, en fait, on se prive de cette opportunité d'améliorer la gouvernance par l'ouverture du capital, comme je l'ai indiqué. Deuxième point, c'est le cadre juridique. Aujourd'hui, il y a une véritable difficulté à formaliser les garanties. Souvent, on a soit un système, on va dire, judiciaire qui est défaillant, on n'a pas le cadastre, on n'a pas la conservation, on a des coûts élevés d'enregistrement des hypothèques, ce qui fait qu'on se retrouve avec des mécanismes alternatifs comme des promesses unilatérales d'inscription hypothécaire, parce que sinon ça coûte 4-5% du prix, ce qui est prohibitif effectivement. Et il y a la difficulté de recouvrement des créances, parce que souvent on a un système judiciaire qui est très long et on a parfois un problème de formation des juges droit des affaires, ce qui fait que même quand on a des garanties qui sont détenues, leur réalisation peut s'avérer challengeante dans la pratique. Et troisième point, c'est le climat des affaires, parce qu'on a aujourd'hui une forte dépendance aux commandes publiques de ces entreprises qui induit, comme on le connaît au Maroc, des impacts sur les délais de paiement et donc sur la trésorerie. Il y a un risque de change. La plupart des entreprises qui interviennent en Afrique importent leurs intrants, ce qui leur fait subir un impact lié à la variation des cours de change et donc impacte leur profitabilité. Et puis la forte dépendance aux aléas climatiques, notamment pour les filières agricoles, que ce soit le café, le cacao, le coton, etc. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est une to-do list, hein, c'est pas bien sûr exhaustif, mais elle a l'avantage de poser quelques réflexions qui viennent compléter les présentations qui ont été faites avant. D'abord, mettre en place des soft laws, donc ça veut dire des guidelines, des chartes, des codes de déontologie, comme on a commencé à le faire au Maroc, pour imposer des standards de bonne gouvernance à diffuser et adapter au contexte africain avec une prime qui doit être à un moment donné aux bons élèves, c'est-à-dire une réduction de taux d'intérêt pour inciter et aspirer vers le haut les entreprises qui veulent jouer le jeu.
Deuxièmement, c'est les hard laws, donc c'est beaucoup plus contraignant, c'est pénaliser quand il le faut le manque de transparence, quand on a une information qui n'est pas fiable, quand on a des décalages entre l'information financière donnée au fisc et celle qui est donnée aux banquiers, et encore plus celle qui est donnée aux dirigeants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pénaliser pour pouvoir justement aligner les entreprises vers le haut. Le troisième point, c'est la mise à niveau des pratiques managériales et la mise en place des fonds de soutien technique et financier. Ça renvoie à la problématique d'accompagnement, parce que c'est quelque chose qu'on vit au Maroc. Le financement n'est pas le seul frein pour les entreprises. Il y a aussi la capacité à réussir les différents projets. On a une petite expérience au niveau de la BCP, puisque nous sommes la seule banque au Maroc à avoir des sociétés de microfinance, Tsoferq. C'est aussi un modèle qu'on a projeté en Afrique, parce que nous sommes dans 8 pays africains, et sur la microfinance. Et en fait, au-delà du financement, on a mis en place un mécanisme d'accompagnement en amont et en aval. En amont pour sécuriser l'octroi de crédit, en aval pour sécuriser les débouchés et les ventes des projets, des produits qui sont produits par l'entreprise. Et donc, on a vu que le taux de risque, en réalité, il est substantiellement plus faible quand il y a des accompagnements en amont et en aval que si on se contente de donner des financements. Le quatrième point, c'est d'inscrire tout ça dans une démarche nationale. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique que nous avons au Maroc pour le renforcement de l'accès au financement des entrepreneurs et des PME est un très bel exemple, parce que c'est la combinaison de plusieurs, on va dire, actions qui sont menées par les autorités, par le ministère et par les banques, y compris la Banque centrale. Et donc ce package de mesures qui inclut une dimension financement, quand il est porté au plus haut niveau de l'État, a beaucoup plus de chances d'impacter d'une manière massive les financements et l'entreprise que s'il était composé d'une somme d'actions isolées. Le cinquième point, c'est s'appuyer sur les associations professionnelles et leur assigner un rôle majeur dans la diffusion de bonnes pratiques. C'est ce qu'on a commencé à faire, et c'est ce qu'on a vu à travers les présentations, la MMC, la CGEM, l'IMA, etc. Et puis, le dernier point qui est important, c'est adapter au contexte africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça serait un leurre de prendre toutes les bonnes pratiques que nous avons en Europe et de vouloir les déployer, les cascader d'une manière simultanée en Afrique. Ça ne marchera pas. Il faut prendre les règles prioritaires et les cadencer dans le temps, les séquencer pour que ça puisse avoir l'impact escompté, et surtout ne pas dissuader les entreprises pour leur mise en œuvre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kamal Mokdad. Vous êtes directeur général de la Banque centrale populaire. Je rappelle, vous êtes revenu sur les points suivants, à savoir les limites actuelles du système, notamment l'absence de cap stratégique, comme vous l'avez rappelé, avec les entreprises familiales essentiellement, et surtout une réticence à l'audit, avec aussi des décisions, des conflits internes qui font défaut à ce type d'entreprise, à leur forme. Aussi comme proposition, vous êtes revenu sur la cartographie africaine, c'est-à-dire constituée essentiellement de TPME, et avec des soucis notamment comme l'informel, et aussi une forme de concurrence monopolistique, c'est-à-dire peu de concurrence tout simplement, et une difficulté, avec une proposition aussi.